Le bruit. C'est toujours le bruit qui vous marque en premier. Non, pas le fracas assourdissant des explosions ou le sifflement terrifiant des missiles de croisière. Ça, votre cerveau finit presque par l'assimiler. Je parle de ce silence statique, ce grésillement mortel sur les ondes radio quand tout s'effondre. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans un centre de commandement glacé, l'odeur de café froid et de sueur rance imprégnant l'air. Nous sommes au cœur de l'offensive hivernale russe de 2025-2026. L'opération qui devait écraser l'Ukraine, sceller les portes du Sud et forcer l'Occident à s'agenouiller. Mais au lieu de cela, sur les écrans radars, une scène d'une horreur tactique absolue est en train de se dérouler. Le système Starlink vient de s'éteindre et dans les ténèbres numériques de la ligne de front, l'armée de Vladimir Poutine, cette machine de guerre censée être inarrêtable, sombre dans la folie. Des unités d'élite russes, totalement coupées de toute communication et de toute coordination, commencent à se tirer dessus dans une panique aveugle. Le feu ami décime leurs propres rangs sous une pluie d'artillerie, de missiles occidentaux et d'essaims de drones ukrainiens qui transforment ce chaos en une zone de mort pure. Honnêtement, même moi, qui ai passé ma vie à analyser des stratégies militaires et des décisions politiques, j'ai du mal à concevoir l'ampleur de ce désastre. Le Kremlin est dans un état de désespoir inimaginable. Incapable de réagir, Poutine ordonne en urgence le retrait de ses unités les plus prestigieuses de l'axe de Pokrovsk. La colonne vertébrale logistique de l'Empire russe est en train d'être brisée en temps réel, culminant avec une frappe cataclysmique à Donetsk, il y a quelques heures à peine. Je sais ce que vous pensez. Comment une armée avec des flottes blindées massives et un vivier inépuisable de millions de soldats peut-elle s'effondrer de l'intérieur avec une telle violence ? Comment un plan si limpide sur les cartes d'état-major de Moscou a-t-il pu se transformer en un abattoir pour ses propres concepteurs ? Le plan était simple, broyer les défenses à l'est et au nord, puis porter le coup de grâce dans le sud pour verrouiller Zaporijia et cimenter le chantage nucléaire mondial. Mais ils ont oublié un détail fondamental. L'Ukraine n'allait pas les attendre sagement dans ses tranchées. Les unités de renseignement spéciales du HUR, la direction du renseignement militaire ukrainien, ont traqué chaque artère vitale de la logistique russe. Dépôts de munitions, convois de carburant, véhicules de ravitaillement, tout a été pulvérisé avant même d'atteindre le front. Des unités mécanisées russes, valant des milliards de dollars, ont été réduites à des montagnes de ferraille fumantes par de simples drones FPV coûtant quelques centaines d'euros. Février a été un cauchemar absolu pour les généraux de Poutine, un mois où l'illusion de contrôle s'est fracassée contre le mur de la réalité. Mais comment une machine de guerre aussi colossale, bâtie pour effrayer l'Occident, s'est-elle retrouvée à s'autodétruire dans la boue de Zaporijia, et que nous révèle ce désastre sur la véritable nature du pouvoir ? C'est ici qu'il faut prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se joue profondément. La politique et la guerre nous offrent un miroir grossissant de la nature humaine. Nous avons souvent cette croyance aveugle que le pouvoir réside dans la masse, dans la force brute, dans l'accumulation d'armes ou de richesses, mais le véritable pouvoir, celui qui résiste à l'épreuve du temps et de l'adversité, n'est jamais rigide. Il réside dans la clarté, la communication et la confiance. Quand un système politique ou militaire est bâti sur la peur, la corruption et le mensonge absolu, il ressemble à un géant aux pieds d'argile. À la moindre perturbation, à la moindre coupure de communication, l'absence de confiance mutuelle fait imploser la structure de l'intérieur. Les soldats russes qui se tirent dessus dans l'obscurité ne sont pas seulement victimes d'un brouillage électronique, ils sont les victimes d'un système qui ne leur a jamais appris à penser par eux-mêmes, qui les a toujours traités comme de la chair à canon. Dans nos propres vies, cela nous rappelle que toute structure, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une communauté ou d'une famille, s'effondrera inévitablement sous la pression si elle n'est pas cimentée par la vérité et la confiance mutuelle. La rigidité n'est pas une force, c'est une condamnation à mort déguisée en armure. Et cette implosion s'est manifestée de la manière la plus spectaculaire là où tout a commencé, dans le sud, à Zaporijia. C'est ici que le renseignement militaire ukrainien et les forces armées ont fait une annonce qui a fait trembler les murs du Kremlin. Le 7 mars, cette offensive du Sud, qui durait depuis 3 mois et qui constituait l'argument principal de la propagande de Poutine pour l'hiver, a été officiellement et définitivement stoppée. L'unité des forces spéciales Timur du HUR a publié un bilan glacial. Plus de 300 soldats russes neutralisés sur cette seule ligne de défense et 39 autres capturés. Écoutez-moi bien, ne prenez pas ces chiffres pour de simples statistiques de guerre. Je vous demande d'imaginer la scène. Des hommes brisés, épuisés, couverts de la boue glaiseuse et glaciale de la steppe ukrainienne, levant les mains devant une armée qu'on leur avait ordonné de mépriser. Ce bilan est la preuve physique, indéniable, que le plus grand pari stratégique de Poutine dans le sud a totalement échoué. Zaporijia n'est pas n'importe quel endroit.
Avant la guerre, c'était un centre régional massif de 710 000 âmes. Et surtout, la ville abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Cette centrale n'est pas seulement un tas de béton et de réacteurs produisant de l'électricité, c'est le plus gros atout, la monnaie d'échange la plus sombre dans la diplomatie souterraine entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Si la Russie avait atteint Zaporijjia cet hiver, l'étau se serait resserré autour de la gorge de l'Ukraine à la table des négociations, transformant l'Europe en otage permanent. Mais l'unité Timur a brisé cette carte géopolitique. Et ce n'est pas tout. Comme l'a annoncé Zelensky, les opérations de contre-offensive ont ramené 460 km² de territoire sous contrôle ukrainien. Pouvez-vous réaliser l'absurdité militaire de la situation ? Vous êtes la superpuissance attaquante. Vous lancez une offensive hivernale massive, et c'est vous qui perdez du terrain. C'est une anomalie dans l'histoire militaire, la preuve irréfutable de l'échec stratégique de l'agresseur. Pour saisir l'horreur de cet effondrement, il faut regarder une vidéo récente divulguée par le renseignement ukrainien. Une vidéo tournée dans les tranchées détruites près de Stepnohirsk. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. On y voit des soldats s'entretuer avec une sauvagerie qui rappelle les pires heures des tranchées de la Première Guerre mondiale. À quelques mètres seulement les uns des autres. La boue, le sang, la terreur viscérale. Ce n'est pas une guerre de boutons poussoirs. Pourquoi le HUR a-t-il fait fuiter ces images ? Parce que c'est la vérité absolue que le Kremlin tente désespérément de dissimuler à son propre peuple. À Moscou, la télévision d'État vend l'image d'une guerre propre, clinique, une opération spéciale où des missiles de haute technologie frappent avec élégance. Mais pourquoi le Kremlin s'acharne-t-il à masquer cette boucherie sous couvert de communiqués victorieux ? Et que se passe-t-il dans l'esprit d'un homme qui préfère sacrifier son peuple plutôt que d'admettre la vérité ? C'est une mécanique psychologique fascinante et terrifiante que nous observons ici. C'est le piège ultime de la manipulation étatique. Quand un pouvoir politique commence à bâtir son autorité sur une réalité fabriquée, il s'enferme dans une cage de verre de sa propre conception. Le mensonge, au début, est un outil de contrôle confortable. Il apaise les masses, il glorifie le chef, il maintient l'ordre. Mais la vérité a une densité que le mensonge n'a pas. Elle finit toujours par percer. Le dirigeant acculé, confronté à l'effondrement de son propre mythe, se retrouve face à un choix vertigineux. Admettre son erreur et perdre le pouvoir, ou doubler la mise et sacrifier des vies humaines par centaines de milliers pour prolonger l'illusion un jour de plus. Et l'histoire nous montre que l'ego préférera toujours voir le monde brûler plutôt que d'accepter sa propre faillibilité. Cela nous invite à une réflexion profonde sur nos propres vies et notre rôle de citoyen. La complaisance face aux petits mensonges politiques est ce qui pave la voie aux grandes tragédies. Exiger la transparence et refuser les narratifs séduisants mais faux est notre seule véritable défense contre la tyrannie. Car une fois que le mensonge devient la langue officielle, la réalité ne peut se rappeler à nous que par la violence. Et cette violence, le Kremlin ne peut plus la gérer. Incapable d'avancer et subissant des pertes saignantes, le commandement russe a cédé à la panique. Ils se sont lancés dans un redéploiement militaire suicidaire. L'Institut pour l'étude de la guerre a rapporté que Moscou a dû arracher ses unités d'élite de Pokrovsk et de Novorodivka pour boucher les trous béants du front sud. Nous parlons de la 76e division aéroportée et de la 40e brigade d'infanterie de marine de la flotte du Pacifique. C'est un aveu de faiblesse monumentale. Cela signifie que la Russie n'a plus aucune réserve opérationnelle fraîche. Zéro. Pokrovsk était la clé de voûte du rêve russe de capturer entièrement le Donbass. Ils y ont sacrifié des dizaines de milliers d'hommes pendant des mois, créant des champs de cadavres à perte de vue. Et aujourd'hui, à cause de la défense implacable de l'Ukraine dans le sud, ils doivent abandonner cet objectif majeur. C'est cela, la véritable intelligence stratégique. Ce n'est pas seulement frapper l'ennemi là où il se trouve, c'est l'obliger à défaire ses propres plans à des centaines de kilomètres de là. Mais regardons ce qui se passe quand ces unités d'élite arrivent dans le sud. À Oulyaïpol, un autre point chaud, la 40e brigade a lancé une attaque mécanisée, gonflée d'espoir. Un char, un véhicule de transport de troupes blindées, 2 véhicules légers sur la route de Malinivka. Mais dès l'instant où leurs chenilles ont touché le sol, ils ont été repérés par la légendaire brigade de système sans pilote ukrainienne, les Oiseaux Magyars et le 225e régiment d'assaut. En quelques minutes, ce groupe blindé a été littéralement vaporisé. Les fantassins qui couraient, se cachaient dans des bâtiments résidentiels en ruine, ont été traqués et éliminés. C'est une chasse impitoyable. L'unité de drone Phoenix fait la même chose. Ils dominent le ciel de Oulyaïpol. Ils ont anéanti un véhicule autonome russe, des blindés lourds, des transports militaires UAZ et même un abri souterrain entier, avec une précision chirurgicale, neutralisant les soldats jusque dans leur lit de camp souterrain. Les drones chassent les soldats lors de simples patrouilles de routine. La mort vient du ciel, silencieuse, implacable. Et ce ne sont pas seulement les fantassins qui sont visés.
Le fameux parapluie de défense aérienne russe, fierté de leur industrie militaire, est en train d'être systématiquement détruit. Des systèmes Tor M1 dans la région de Zaporizhia ont été pulvérisés. Des systèmes S-300V et Pantsir S-1 ont été frappés avec une précision millimétrique par de nouveaux missiles ukrainiens portant des ogives de 100 kg. Sur le front de Kherson, c'est un système Buk M3 qui a été réduit en cendres par un missile domestique de 60 kg. Imaginez la scène. Les systèmes de défense anti-aérienne les plus redoutés de la planète, censés créer un dôme impénétrable autour de l'armée russe, sont devenus les cibles les plus vulnérables du champ de bataille. Comment des boucliers technologiques valant des milliards ont-ils pu devenir de simples cibles d'entraînement pour des armes bien moins coûteuses? Et qu'est-ce que ce renversement nous apprend sur l'arrogance des géants face à l'ingéniosité des désespérés? La réponse réside dans la nature même de l'innovation et de l'adaptation. Il y a une leçon de vie brutale qui se joue sous nos yeux, l'arrogance de l'abondance face à la créativité de la survie. L'armée russe, avec ses systèmes à plusieurs milliards de dollars, s'est reposée sur ses lauriers bureaucratiques. Elle a cru que l'argent, le poids du métal et les spécifications techniques sur le papier suffiraient à ta dominer. C'est le syndrome de Goliath, engoncé dans son armure lourde et coûteuse, incapable de tourner la tête assez vite. En face, l'Ukraine se bat pour sa propre existence. La survie supprime toute bureaucratie inutile. Quand votre maison brûle, vous ne remplissez pas des formulaires en 3 exemplaires pour demander de l'eau, vous inventez un nouveau moyen d'éteindre le feu. L'ingéniosité ukrainienne, associant des technologies civiles bon marché à un esprit d'adaptation fulgurant, a rendu obsolètes des décennies de doctrine militaire soviétique. C'est une métaphore puissante pour nous tous. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, s'accrocher à nos anciens succès, à nos méthodes lourdes et dépassées parce qu'elles nous ont coûté cher à acquérir, est le moyen le plus sûr d'échouer. La véritable résilience appartient à ceux qui restent agiles, humbles devant le danger, et prêts à tout réinventer du jour au lendemain. Et cette incapacité russe à s'adapter ne se limite pas au sud. Regardez la carte et remontez de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord-est, vers Lyman, un secteur vital pour les plans russes visant Kramatorsk. Là-bas, ils ont tenté une autre percée avec un convoi de blindés lourds. La même mentalité, la même bêtise tactique, et logiquement, le même effondrement. La 3e brigade d'assaut ukrainienne a déchiqueté ce convoi mécanisé avec des essaims de drones FPV, détruisant un char et 3 transports de troupes. Les forces ukrainiennes l'ont résumé avec un sang-froid glaçant. Les Russes s'appuient toujours sur des unités mécanisées lourdes. Mais les règles de la guerre ont changé. Et quand les blindés ne passent pas, Poutine envoie l'infanterie s'infiltrer la nuit, comme des ombres désespérées. Près de Kupiansk, des parachutistes ukrainiens de la 67e brigade d'assaut aérien ont repéré un groupe russe essayant de poser des mines dans l'obscurité totale près du village de Zarizhov. Ils ont été éliminés instantanément. L'armée russe a complètement perdu l'initiative. Ils ne peuvent ne plus attaquer de jour, alors ils rampent dans la boue la nuit, non pas pour avancer, mais pour poser des mines dans l'espoir de ralentir la contre-attaque ukrainienne. C'est le comportement d'une armée qui sait qu'elle a déjà perdu. Mais le vrai cauchemar pour la Russie ne se déroule pas seulement dans la boue. Il vient des cieux. L'alliance mortelle entre les vieux chasseurs soviétiques et la technologie occidentale de pointe est en train de réécrire l'histoire. À Novorodivka, sur cet axe de Pokrovsk que Poutine valorisait tant, un avion de chasse MiG-29 ukrainien a largué des bombes guidées intelligentes américaines, GBU-62. Le résultat ? Une base militaire russe entière rayée de la carte. C'est la preuve absolue que les troupes russes ne sont en sécurité nulle part. Ils retirent leurs troupes du front pour les reposer, et elles sont anéanties dans leur base logistique par des bombes de précision. Leurs systèmes de défense ne peuvent que regarder, impuissants, la mort s'abattre sur eux. Et l'exemple le plus stupéfiant, le plus symbolique de ce changement de paradigme, a eu lieu le 7 mars à l'aéroport international de Donetsk. À 7h30 du matin, une installation stratégique russe de drones a été désintégrée. Ce n'était pas un tir d'artillerie de hasard. Les Ukrainiens ont utilisé des missiles balistiques ATA-CMS et des missiles de croisière Scalp avec une coordination qui force l'admiration. La cible, le centre névralgique où les fameux drones kamikazes de type Shahed, ceux-là même qui pleuvent sur les villes ukrainiennes la nuit, étaient stockés et préparés. Les explosions secondaires ont été si massives que des nuages d'une fumée noire et opaque ont recouvert la ville entière, prouvant la quantité astronomique d'explosifs et de drones qui se trouvaient à l'intérieur. Cette attaque n'a pas seulement détruit du matériel, elle a humilié la Russie devant le monde entier. Imaginez cela. En novembre déjà, une opération similaire avait pulvérisé près d'1 millier de ces drones Shahed. Des armes achetées à l'Iran pour des milliards de dollars, financées par le sang de l'économie russe, réduites en cendres avant même d'avoir pu décoller.
La sécurité à l'arrière des lignes russes est tombée à zéro. Alors que les entrepôts brûlent et que le ciel de Donetsk s'obscurcit des cendres de leurs ambitions, une question vertigineuse s'impose. Comment un pays entier peut-il sombrer dans l'abîme sans que personne n'ose tirer la sonnette d'alarme ? Nous touchons ici au cœur de la tragédie politique et de la responsabilité civique. C'est ce qu'on appelle la spirale du coût irrécupérable à l'échelle d'une nation entière. Poutine et son cercle rapproché ont tellement investi dans cette folie meurtrière, ils ont tellement sacrifié le sang de leur propre jeunesse et l'avenir de leur économie, qu'admettre l'échec signifierait affronter un jugement historique et pénal insurmontable. Alors, il continue. Mais la vraie question est, pourquoi la société russe l'accepte-t-elle ? C'est le résultat d'un contrat social corrompu depuis des décennies, où l'État dit aux citoyens « Ne te mêle pas de politique et nous te laisserons tranquille ». L'apathie est le terreau de la dictature. Quand les citoyens renoncent à leurs responsabilités civiques, quand ils détournent le regard face aux petites injustices, ils se réveillent un jour complices silencieux d'une catastrophe nationale. Le silence n'est jamais neutre en politique. Chaque drone brûlé à Donetsk représente des écoles qui ne seront pas construites en Russie, des hôpitaux qui n'auront pas de médicaments. C'est une leçon terrifiante sur le prix de l'indifférence. Quand on refuse de se lever contre les mensonges de son propre gouvernement, on finit inévitablement par en payer la facture de la manière la plus cruelle qui soit. Et la facture que paie la Russie aujourd'hui défie l'entendement. Éloignons-nous des cartes tactiques un instant pour regarder la macabre comptabilité de ce conflit. L'offensive hivernale devait offrir de vastes territoires à Poutine. Le résultat est une paralysie logistique totale et la première perte nette de territoire depuis l'été 2023. L'avancée russe est tombée à la misérable moyenne de 46 km² par mois. Sur le terrain, cela se traduit par une progression de 15 à 70 mètres par jour. Mètre par mètre, ce n'est pas une offensive militaire, c'est l'agonie d'un empire qui s'épuise. Et les chiffres derrière cette agonie sont le secret le plus sombre que Moscou tente d'enterrer. Selon les données de l'état-major ukrainien, les pertes totales de l'armée russe ont atteint le chiffre hallucinant de 1,2 million d'hommes. Parmi eux, 325 000 morts confirmés. À l'heure actuelle, la Russie perd 52 000 soldats par mois. Faites le calcul, c'est vertigineux. Pour chaque kilomètre carré capturé, exactement 104 soldats russes laissent leur vie dans la boue. 104 mères qui ne reverront jamais leur fils, juste pour un carré de terre brûlé d'1 kilomètre sur 1 kilomètre. Ce n'est pas une guerre d'usure soutenable, c'est l'anéantissement pur et simple d'une génération entière sur l'autel de la fierté d'un seul homme. L'armée ukrainienne a réussi l'impensable, transformer la supériorité numérique écrasante de la Russie en son plus grand point faible, en infligeant des pertes 2 à 2 fois et demie supérieures aux siennes. Et ce carnage a brisé le système nerveux de l'armée de Poutine. Aujourd'hui, on estime que le nombre de déserteurs, de soldats portés absents, sans permission, dépasse les 200 000. C'est une hémorragie incontrôlable. Un effondrement militaire massif qui remonte jusqu'aux portes du Kremlin. L'image de Poutine, le stratège invincible, vole en éclats. La guerre propre et rapide qu'il avait promise s'est transformée en une litanie interminable de funérailles militaires et de ruines économiques. Même les blogueurs militaires russes, autrefois les plus fervents défenseurs du régime, hurlent aujourd'hui contre l'incompétence de leurs généraux. Le fantôme de la mutinerie de Prigojine en 2023 hante de nouveau les couloirs froids du pouvoir à Moscou. Poutine a beau ordonner d'augmenter les effectifs de l'armée à 2,39 millions d'hommes pour étouffer la panique, ce ne sont que des masses démoralisées, sous-équipées, jetées en pâture aux drones ukrainiens. Et pendant ce temps, à l'arrière, le peuple russe encaisse le choc de cette arrogance monumentale. 3,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Une inflation qui ronge chaque rouble. Des pénuries de main-d'œuvre qui paralysent une industrie tournée presque exclusivement vers l'effort de guerre. Les prévisions de croissance économique pour 2025 s'effondrent à des niveaux catastrophiques. Ces entrepôts de drones Shahed, vaporisés à Donetsk, ces colonnes de chars changées en ferraille à Ouliaïpol, ce n'est pas seulement du métal perdu. Ce sont les milliards de dollars volés directement à l'avenir, à l'éducation, à la santé du peuple russe, totalement coupés des hautes technologies mondiales, sans aucune entreprise parmi le top 100 technologique mondial. La Russie glisse rapidement vers le statut d'une économie de seconde, voire de troisième zone, sacrifiée pour les ambitions impériales d'un dictateur reclus. Prenez un instant pour respirer et contempler cette immense toile que nous avons déroulée ensemble. L'offensive d'hiver de Poutine a été brisée, non pas par la seule force brute, mais par l'intelligence, la technologie et la doctrine de défense active d'une nation qui refuse de mourir. Ces rêves mégalomanes de zones tampons et de chantage nucléaire se sont noyés dans les tranchées glacées du Sud. Les armes soutenues par l'Occident, combinées à une industrie de défense ukrainienne locale dont la capacité a été multipliée par 50, ont paralysé la prétendue deuxième armée du monde.
l'ours russe ne peut plus bouger, ni mener d'opération, ni même défendre ses propres bases arrière. Les généraux, dans leurs bureaux douillets au Kremlin, peuvent bien tracer de nouvelles flèches rouges sur leurs cartes imprimées. La vérité, c'est que ces flèches ne pointent plus que vers la destruction capturée par les caméras des drones, des milliards de dommages, des champs de métal tordus et les ténèbres d'une économie qui s'effondre sur elle-même. Cette guerre n'est plus seulement un affrontement d'artillerie et d'hommes. C'est devenu le jugement implacable de l'histoire sur la hubris et la corruption. Elle nous montre, avec la froideur des mathématiques et la brutalité de la démographie, que les empires construits sur le mensonge finissent toujours par s'étouffer avec leur propre poison. Mais elle nous montre aussi quelque chose de lumineux. La force incommensurable de l'esprit humain lorsqu'il défend son foyer. Face à la noirceur des ambitions impériales, c'est la résilience, l'ingéniosité et la vérité qui tracent le chemin de la survie. Que ces événements résonnent en nous, non pas seulement comme des faits d'actualité lointains, mais comme un rappel constant de la fragilité de nos propres sociétés et de notre devoir viscéral de protéger à chaque instant la vérité et la liberté. Gardons les yeux ouverts sur le monde, car l'histoire, dans sa tragédie comme dans sa grandeur, s'écrit sous nos yeux, et elle ne pardonne jamais à ceux qui choisissent de détourner le regard.